Et Philippe Pétieux. Ah, il faut l'aider, il faut l'aider. Oh là là, oh là là, oh là là, mon Philippe. Oui, oh mon Philippe. Ah, c'est Abraham Simpson qui est avec nous. Installez-vous, je vous en prie. Merci beaucoup d'être là avec nous. On va se faire un petit papotage, histoire de discuter. Ah, il y a une erreur à mon nom. C'est vrai, il y a une erreur à ton nom. Ouais. Je propose Il est mocasse. qu'on conspue l'équipe de Geek Life. Non, il faut toujours se méfier, tu vois, des festivals quand on vient comme ça dans une première édition. Il y a des erreurs, même au nom de nos invités. Alors du coup, je veux savoir, est-ce que tu es Véronique Augereau R-A-U ou est-ce que tu es Véronique Augereau R-E-A-U? Est-ce que c'est la vraie qu'on a avec nous? Est-ce qu'on peut en être sûr? Comme je suis née pas très loin d'ici, à Angers, voilà, il y a beaucoup de Augereau, A-U-G-E-R-E-A-U. Ah oui, d'accord. Voilà, mon vrai nom c'est A-U-G-E-R-E-A-U. Voilà. Bon, eh bien écoutez, Faute. C'est pas Guerrero. Ça fait des Tu t'es années. trompé de femme. Du coup, tu t'es trompé depuis le début. Ouais. On vit des petits plaisirs quand on est organisateur de festival. Par exemple, pouvoir recevoir des acteurs cultes qui nous ont fait rêver, évidemment. On vous le dit à chaque fois, vous avez bercé notre enfance, tout ça, mais bien plus que ça. Et on vit des moments incroyables. Et je me permets de commencer par une petite anecdote personnelle. On va pas trahir de secret pour que préparer votre venue. Nous nous sommes parlé au téléphone. Et j'ai vécu un moment où... Moi pas. Non, parce que Philippe il filtre. On n'a pas. Alors si vous travaillez avec Philippe et Véronique, vous n'avez pas accès à Véronique. C'est le mail de Philippe, le numéro de Philippe, c'est Philippe qui parle. Ça filtre dans tous les sens. Philippe est très précautionneux à ce qu'on ne fasse pas de mal à Véronique. Je suis son garde du cœur. Oh, c'est beau. Du coup, Philippe, on s'est appelé et j'étais en train de faire des trucs avec mon gamin, donc j'ai mis en haut-parleur et t'as parlé. Et là, il a compris. Là, il a bugué complètement et en fait, il a vu, pardon, je te résume à ça, mais on va parler de votre carrière qui est beaucoup plus vaste que l'image qu'on est en train de voir. Il a vu son daron en train de parler à Homer Simpson et il a bugué totalement. Et il a passé tout le week-end à me regarder, un peu bizarrement, et ça y est, je crois que là, il a compris ce qu'on fait à Geek Life et tout. Ça vous arrive dans la vie, en fait, il y a des gens qui vous reconnaissent pas forcément immédiatement et quand vous parlez, qui sont un peu interdits ou genre livreur ou à la poste, dans la vraie vie, quoi. Alors déjà, dès qu'on sort d'un studio d'enregistrement, en général, on revient à la vie normale. Oui, on fait reset. Voilà, donc les gens qui nous reconnaissent, c'est les gens qui ont suivi ou les réseaux sociaux ou la série. Et en général, quand on croise ces personnes, c'est toujours D'abord, il y a une petite complicité dans le regard, déjà. C'est toujours le sourire, parce que ça attire la sympathie, les Simpsons. Et voilà, c'est toujours chaleureux. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est vrai que c'est un programme qui est déjà tout public, qui est intergénérationnel, parce que ça fait 37 ans que cette aventure a débuté, et elle n'est pas prête de finir, la Fox a signé jusqu'à la saison 40. Voilà, et puis... et vous êtes à bord, on est d'accord? On est à bord, vous êtes à bord, mon intérêt est en forme. Et voilà, et puis on vous donne aussi rendez-vous pour le deuxième long métrage qui va sortir le 23 juillet 2027. Alors il faut être un peu patient, mais voilà, c'est parti, c'est dans les tuyaux. Alors pour revenir après à ce que tu disais, c'est vrai que les Simpsons, ça suscite beaucoup de bienveillance, de sympathie, de drôlerie, beaucoup d'humour, et ça on nous le renvoie parce que nous on travaille dans l'ombre, on n'a pas forcément l'audimat des publics, etc. Et on se rend compte que c'est un programme qui est extrêmement populaire. Et là on se rend compte aussi lors de conventions, des séances de dédicaces, c'est vrai que les gens sont charmants, ils sont dans leurs petits souliers, ils sont parfois un peu tremblants d'émotion, on les rassure, on dit ben non mais c'est tout à fait normal, hein, c'est nous, c'est nos voix. Voilà, donc il y a vraiment un phénomène qui se passe avec... je crois que c'est la magie de la voix aussi qui fait ça. Il y a un lien beaucoup plus émotionnel qu'on a avec des comédiens qui prêtent leur voix à des personnages, plutôt qu'avec... On a une distance avec des comédiens qu'on voit incarner, et on a une espèce de chaleur et de proximité avec des comédiens qui prêtent leur voix à des personnages. Comment est-ce que vous expliquez cette... On vous voit moins et donc on est plus proche? Mais je pense que... Enfin, je continue. Je pense que la voix, elle fait davantage rêver qu'une image, en fait. Tu veux dire que ta voix fait plus rêver que ton physique, Philippe? Oui.
Si, je confirme. Et donc, non, la voix, c'est un véhicule de l'imaginaire. On imagine plein de choses derrière une voix. Moi, j'ai été baigné par la radio dans mon enfance, et ces voix de radio, elles ont marqué mon inconscient, mes émotions d'enfant, et donc, voilà, j'allais voir des films, des westerns en version française. Moi, la voix de John Wayne, elle m'a fait rêver pendant des années, toute mon enfance. Et beaucoup plus que l'image de John Wayne, c'était sa voix française qui me faisait rêver. Plus l'image, elle te fixe quelque chose, mais elle te bloque un peu, elle t'embarque pas ailleurs, quoi. Souvent c'est ça. Moi, ce qui me touche beaucoup, c'est quand on fait ce genre de rencontre avec vous, public, eh bien, souvent les réflexions, c'est... bon, vous avez bercé mon enfance, mais... il se trouve qu'un jour, voilà, j'allais pas bien, je vivais un certain mal-être, et on a regardé plusieurs épisodes de Simpsons quand ça passait sur W9 par exemple, pendant des heures et des heures à une époque, et ça m'a remonté le moral, ça m'a fait du bien. Et rien que pour ça, je trouve que voilà, on a gagné notre pari en tant que comédien, on a bien fait notre boulot pour dire, voilà, on apporte quelque chose aux gens, avec une belle série assez intelligente quand même. Et voilà, j'espère qu'on a gagné le cœur du public aussi. Il y a autre chose, et c'est ma dernière sur les Simpsons, on va parler d'autre chose ensuite, c'est promis. Il y a autre chose, c'est que vous avez duré, vous êtes là depuis le début, et il y a quelques comédiens qui ont laissé leur place pour plein de raisons. Il y a quelques personnages qui ont changé de voix en français, alors que vous faites partie du ciment de la série, vous êtes des piliers qui êtes là depuis le début, même si les voix ont évolué. La voix d'Homer n'est pas exactement la même dans les premières saisons, que dans les premières saisons. Véronique, toi tu te blessais en faisant Marge, il a fallu que tu apprennes à pouvoir faire Marge au long cours parce que tu te détimbres beaucoup et que c'est un vrai travail. Malgré tout, voilà, vous êtes là depuis le début, les personnages ont évolué, mais vous êtes des piliers de la série, et c'est aussi peut-être ça qui fait que on recueille autant d'amour du public, quoi. Vous êtes les indéboulonnables. Enfin, si les gens vous aiment bien, je sais pas, vous les aimez bien vous? Oui? Ah d'accord. Bon, ça va. C'est juste pour avoir un peu de chaleur humaine. C'est une aventure de 36 ans, donc 36 ans, ça traverse une vie, déjà. On sait qu'on va aller jusque 40 ans, si on est en forme. Et c'est vrai qu'il s'est passé plein de choses. Il y a eu des naissances, il y a eu des décès. Il y a eu Michel Modo, qu'il a bien fallu remplacer. Ouais. Et, on avait trouvé la bonne idée de Gérard Rinaldi, qui malheureusement est décédé à son tour. Et puis il y a eu Patrick Guillemin. Tout au début, qui nous a quittés. Donc c'est l'histoire des longues séries, c'est l'histoire de la vie. Bah oui. Voilà, la vie en elle-même, il y a des décès, il y a des naissances. On a eu des moments de chagrin, et puis on a eu des moments d'émotions intenses avec les Simpsons. Mais c'est l'histoire de la vie. C'est pour ça que tout le monde s'y retrouve, hein, dans cette aventure, à travers nous. Voilà. Et du coup, vous nous accompagnez, nous, depuis très longtemps. Ça a changé votre vie aussi à vous. On l'a dit 15 000 fois. Vous vous êtes rencontrés sur le tournage. On se racontera les détails peut-être en espace dédicace parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire devant les jeunes enfants. Non, c'est pas tout. Du coup, ça a changé votre vie. Vous êtes indéboulonnable de ces personnages-là. Est-ce que c'est une chance ou est-ce que ça a un peu écrasé votre carrière? Est-ce que c'est quel regard vous avez là-dessus? Non, alors pas du tout, hein. C'est juste une belle carte de visite, ouais, auprès de certains professionnels, enfin, voilà. Mais ça n'a en aucun cas entravé ma carrière au niveau, tout niveau que ce soit théâtre, doublage ou quoi d'autre. Qu'est-ce que je fais d'autre? Voilà, enfin... Non. Beaucoup de choses, hein. Si t'es une femme en France, tu fais beaucoup de choses. C'est une très bonne cuisinière. Ah, voilà. Mais pas de carrière aussi, tu veux dire. J'ai fait une liste, parce que vous avez un palmarès de personnages qui est vraiment hyper riche. Véronique, t'es dans True Lies, t'es dans Terminator. Philippe, je crois qu'il y a un truc avec Schwarzenegger, faut que tu fasses attention. Oui. T'es dans Les Dents de la Mer, t'es dans Basic Instinct, t'es Lois Lane dans 1,5 tonne de dessins animés. Wow. Est-ce qu'il y a des nanars? Est-ce qu'il y a des trucs dont t'es pas méga fier? Non, parce que c'est un hold-up en fait ta carrière là aujourd'hui quand on regarde les licences dans lesquelles t'as travaillé. Écoutez, non, déjà en tant que comédien, on est rémunéré au cachet
Et quand on travaille, déjà, on est heureux de travailler. Alors, il y a des produits, je dirais, qui sont meilleurs que d'autres. Il y a des adaptations qui sont meilleures que d'autres. Mais en général, le doublage français est une exception. Et il faut, enfin bon, je ne vais pas parler de l'intelligence artificielle maintenant, mais on essaie de protéger en tout cas notre travail qui est particulièrement bien fait. Et donc, il y a peu de comédiens, je pense, dans le secteur du doublage, qui diraient que oh non, ce produit ça m'énerve, ou ceci, ou j'en ai rien à faire, ou franchement on est heureux de travailler, et on vit des vies différentes chaque jour, donc quel bonheur, quelle thérapie, voilà, je veux dire, on a tout à prendre. Puis on peut s'amuser sur des nanars, on n'est pas obligé de faire un super. Est-ce qu'on s'amuse plus sur un nanar ou sur un blockbuster où il y a une grosse pression par exemple? Ça dépend comment c'est écrit. Sur les feux de l'amour. Oui, depuis dernièrement. Non, mais je suis très heureuse d'être sur les feux de l'amour. J'ai intégré cette série depuis peu, parce qu'il y a une comédienne voilà, qui a abandonné son rôle, et on a passé des essais, j'ai été choisie. Mais c'est un vrai bonheur, je m'amuse comme une petite folle. Mais moi j'aime ce que je fais, enfin j'ai une passion pour tout ça, donc, et je suis perfectionniste aussi, donc j'essaie de vraiment bien faire mon boulot. Voilà. Visiblement ça marche, les gens ont l'air contents. Bah Est-ce qu'il y a un rôle que tu as laissé échapper et que tu regrettes un peu? Est-ce qu'il y a un truc auquel tu croyais pas et en fait tu aurais bien été dessus? Je suis à ça du tarif d'avoir une confidence de Véronique Augereau. Mais la vraie, hein, celle qui a un E à la fin de son nom. Qu'est-ce que dirait Augereau avec AU? Non, je... Voilà, c'est ce rôle-là. Je tombe malade. Non, j'ai pas... si ça me vient, je te dirai. Ça marche. J'essaie de te voler une autre confidence puisqu'on est entre nous là avec mon papa. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de Homer en Philippe? Ouh, il y a beaucoup de choses. Ouh là là. Alors, la mauvaise foi, Je confirme. procrastinateur, Je confirme aussi. mais il retombe toujours sur ses pattes parce qu'il aime son petit cocon familial, sa femme et ses enfants. Donc ça, c'est bien. Il peut faire quelques... En lien avec Homer aussi du coup. Voilà. C'est les mêmes. Mais oui, c'est pour ça. Ouais. Et toi, Philippe, qu'est-ce que Marge et Véronique ont en commun? Je dirais pas sa voix d'aspirateur déglingué. Mais Dans non, la elle vie, est- entre nous, elle a plutôt une belle voix. À la Oui, télé, mais- elle fait son intéressante, Non, non. mais là, elle a plutôt Ouais, une belle voix. Elle a une très belle voix. Et puis, non, elle est perfectionniste. Alors des fois, c'est un peu pesant dans le quotidien, mais elle est même maniaque, perfectionniste. Genre Toujours le rangement à la maison, c'est oui, l'enfer. oui, toujours le souci de bien faire. Elle voit le petit détail qui cloche, alors que moi, je crois avoir bien fait. Mais elle va voir le petit détail qui ça va pas le faire, quoi. Et donc, je me suis habitué avec toutes ces années, et c'est comme ça que je l'aime bien. Oh, ça a l'air supportable. Ouais. T'as toi aussi, Philippe, en termes de carrière, c'est vraiment impressionnant. T'es dans Batman, t'es dans Man of Steel, t'es dans le film Mario, t'es dans Roger Rabbit, t'es dans Mars Attack, t'es dans Los Angeles 2013, Retour vers le futur, Les Goonies, Edgar de la Cambriole, Philippe. Je le savais pas, je l'ai ben découvert oui, en oui. bossant le sujet là. Ça va quoi, enfin petite carrière tranquillou. Hein, Oui, tranquillou. Oui, ça passe bien. Ouais. T'as un tube Oui. qu'on pourrait chanter tous ensemble. Vous le connaissez? C'est avec un... Speeder. À quoi Ah, ça y est, je vous ai Ça y est, mis sur non. la voix. Hein, on y va, là? Bah, est-ce que vous voulez chanter avec Philippe? Ah! Alors attention, on y va. Speeder cochon, il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un cochon. Regarde, Speeder cochon est là. Et il va revenir en 23 juillet 2027? C'est pas sûr. Non. Vous irez au cinéma pour le voir. Vous savez que Spider Cochon existe vraiment dans les comics? Non. Spider-Ham, Ah. qui est un Spider-Man avec une tête de cochon et un masque, et son nom dans les comics c'est Peter Porker évidemment. Ah. C'est Peter Parker, donc il existe, D'accord, il existe ouais. vraiment. C'est un truc que Matt Groening a piqué aux comics et c'est pas une invention des Simpsons. D'accord. Je suis désolé. Ouais. T'as aussi un personnage qui est hyper pénible pour un CV, puisqu'on peut pas dire son nom. Et ça c'est quand même un peu Ouais. compliqué. Ouais. Merci. Celui dont on peut pas dire le nom.
Vous n'êtes pas sur Voldemort, mon petit Philippe? Ah ben si, le début, le premier. Bah oui, c'est ça. Ah oui, le premier, oui, c'est vrai. Donc, bah pardon, j'ai dit son nom, hein, on risque d'avoir des problèmes. Oui, Voldemort. Tu me demandes hein, si tu sais plus. Oui, y a pas dans de... l'école des sorciers, dans le premier, c'est Ouais, vrai. c'est ça. Ouais, c'est vrai. Et le pingouin, évidemment. Et le T'es abonné pingouin. aux méchants. Oui, je suis abonné aux méchants, mais j'aime bien jouer ces personnages un peu troubles, parce que c'est plus intéressant à jouer que des personnages un peu positifs. On voyage davantage, je crois, avec ce genre de personnages, et je me suis beaucoup fatigué et amusé avec le personnage du pingouin, Ouais. Danny DeVito, qui était un doublage assez rock'n'roll en fait. Parce Bah, que, t'es très tendu, t'es très sur ouais, les cordes voilà, vocales c'était tendues, une voix c'est de fatigant. gorge quoi, et ouais. c'était très fatigant et je suis sorti de ce doublage, j'avais plus de voix. J'avais perdu ma voix, ça a été assez éprouvant et assez sportif. Mais je suis très content d'avoir doublé ce personnage du pingouin, que j'ai redoublé après par la suite, hein, dans la série, dans les jeux vidéo. Jeux vidéo, du coup, qui sont en direction artistique de Marc Le Cerf. T'as travaillé avec Marc Le Cerf, Oui, du coup, oui, Marc Lesser. pour ces trucs-là. Et toi, t'es directeur artistique aussi. à Oui, côté. alors maintenant j'ai un peu levé le pied, mais c'est vrai que j'ai dirigé des belles séries. J'étais content, j'ai dirigé 24 heures chrono, Ouais. qui a révolutionné un peu le monde de la série. Juste, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le travail d'un directeur artistique Alors, le dans un doublage? travail d'un directeur artistique, c'est déjà d'être responsable de la version française, donc de vérifier la qualité des adaptations. Donc il y a un travail en amont qui est important. C'est faire un casting de voix, donc choisir les voix en fonction de ce qu'on entend en version originale. Et puis aussi s'occuper des enregistrements, c'est-à-dire la direction des comédiens, faire le plan de travail. Donc c'est une grosse responsabilité en fait de diriger un plateau et puis d'être à l'écoute des comédiens, c'est-à-dire essayer de s'adapter à chaque sensibilité de comédien de façon à obtenir le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Donc ça c'est un travail assez, je dirais, assez psychologique, assez sensible. Il faut être à l'écoute des comédiens et puis l'idée c'est surtout qu'il y ait le moins de trahison possible par rapport à la version originale, à l'œuvre originale. Alors j'ai eu la chance aussi de diriger House of Cards, qui était une série assez compliquée, et puis Narcos, la série Narcos. Voilà, il y a eu plein d'autres aussi, Preacher. Voilà, mais j'aimais bien ce travail, mais c'est un travail qui est assez fatigant et maintenant j'ai pris un peu de recul par rapport à la direction artistique. Est-ce que mes sources sont bonnes? Est-ce que c'est toi qui fais la direction artistique de Buffy contre les vampires? Au début, oui. Du coup, est-ce que c'est toi qui mets... Il y a des castings des fois qui nous paraissent évidents, il y a des voix qui rencontrent des comédiens. Est-ce que c'est toi qui mets Virginie Ledieu sur Willow, sur Anisha Lenigan? Ah, je m'en souviens plus, mais c'est vrai que j'ai dirigé les premières saisons de Buffy, où il y avait Claire Guyot qui faisait Buffy. Il y avait du beau monde, oui, Virginie Ledieu, je me souviens plus bien, mais... Non, puis c'est pareil, il y a des rencontres, je pense à 24 heures chrono, Jack Bauer, c'était Patrick Béthune. Voilà, et donc, voilà, il y a des évidences comme ça de casting qui sont incontournables. Et c'est marrant parce qu'il y a des évidences qui font aussi la spécificité des films en France. Et quand on voit le Bruce Willis en VO et le Bruce Willis en VF, c'est pas du tout le même personnage. Et il a pas du tout la même teneur. Et du coup, le Bruce Willis français, il est beaucoup plus cool et flegmatique. Et quand il arrive dans un film un peu de baston comme Expendable, bah, il a l'air un peu en décalage, quoi. Et Benoît Alman sur Morgan Freeman, Oui. pareil, c'est une évidence. Si tu vois Morgan Freeman en VO et en VF, c'est plus du tout le même personnage, c'est plus du tout le même sentiment et tout. Ça fait aussi partie de la spécificité et du bonheur qu'on a de travailler en France, quoi. De la langue et de la culture et des intonations, enfin Ouais. tout ça est à prendre en compte. Mais c'est une personnalité en fait en soi et quand tu abordes un rôle, si tu le prends un peu différemment mais que ça remplit ton personnage, je pense que tu as tout gagné, sans trahir la version originale, bien évidemment. Oui, c'est ça. Il faut vraiment être collé au plus près de l'œuvre originale, mais à la fois il faut l'adapter à notre culture française, culture francophone, et c'est ça qui fait la qualité d'un bon doublage. Sinon, si on... Opinez, oh my god. Oui, voilà, c'est ça. Si on reste trop près non plus de la version originale, c'est pas forcément un bon doublage non plus. On va avoir une traduction plus ou moins bonne, mais c'est pas ça le doublage.
C'est vraiment faire un travail en direction de notre culture à nous, notre culture française, francophone. Et c'est le problème du coup de l'arrivée de l'IA dans le doublage, puisqu'on aura de la transcription littérale et Voilà. d'adaptation. On aura une traduction plus ou moins vivante, elle ne sera pas vivante de toute façon, mais plus ou moins juste, quoi. Là, on aura une traduction sonore. Voilà. Oui, même, alors, j'en parlais tout à l'heure à un journaliste, je lui disais, un bon doublage. En fait, on ne regarde pas la bouche, on regarde, c'est les yeux, le regard du comédien, tout passe par le regard, les émotions passent par le regard. Donc si l'IA s'y met et que c'est d'une platitude totale, eh ben, il n'y aura pas d'émotion. C'est là où je me dis qu'on a peut-être une chance, nous, de s'en sortir, c'est pas ça, mais au moins de pouvoir nous battre et d'expliquer aux gens qu'il faut qu'on garde cette exception voilà, française, quoi. Il faut à tout prix qu'on se batte pour ça. Il faudra faire des concessions, j'en suis certaine, mais il faut protéger quand même le doublage français pour... D'abord parce que c'est très bien fait et que ça génère... Il y a quoi? Il y a 15 000 emplois. Donc c'est une vraie industrie. Est-ce que la chance qu'on n'a pas en France, c'est de partir d'un niveau qui est très haut? On fait très attention à plein de détails techniques, c'est-à-dire qu'on essaye de synchroniser les mouvements de la bouche avec les mots qui vont être mis en français. On fait très attention au labial. On a des comédiens qui sont très investis, qui peuvent être hyper populaires, et c'est des comme vous qu'on va pouvoir recevoir en festival et qui ont un vrai amour du public. Est-ce que le fait d'avoir atteint cette popularité, ça fait pas que la France est un peu plus difficile à remplacer, à automatiser? Oui, parce que en fait, le doublage en France, c'est vraiment une tradition qui existe depuis des générations. Moi, je sais que j'allais voir des films quand j'étais enfant, dans les années 60. Et les films, je me posais même pas de la question de la version originale. Pour moi, les Indiens, ils parlaient français dans les westerns. Voilà, et je me posais pas la question. Donc, on a une tradition de VF qui est extrêmement... D'abord, on sait faire, on a un savoir-faire qui est vraiment excellent en France. Et donc, et le public plébiscite en fait les versions françaises. La VO, elle représente pas grand-chose en fait. Dans les grandes villes, dans le cinéma indépendant, peut-être on va voir des VOST, mais la plupart des films, ils se voient en version française parce que ça rassemble. On y va en famille pour regarder des blockbusters ou des films d'animation, et on n'a pas de souci avec ça, au contraire. Il y a eu un sondage dernièrement de l'IFOP en disant que constatant que en France, la version française est plébiscitée à 80%. Donc voilà, ce savoir-faire-là, nous, on veut le préserver à tout prix, parce que c'est ce qui nous rassemble aussi, quoi. Voilà. Parce que regarder un film en VOST, c'est pas toujours, c'est pas très accessible. Ça peut être moins accessible. Ouais, voilà. On a un exemple, on était, tu te souviens, dans notre jeune temps, sur JFK. Oui, JFK. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, c'était sur l'enquête sur l'assassinat de John Kennedy. Et c'est un film qui est irregardable en version originale. Parce qu'en fait, vous avez l'écran qui est saturé de sous-titres. Et vous ne savez pas qui parle. Parce qu'il y a écran sur écran sur écran. Enfin, voilà, on a des inspecteurs, des policiers qui commentent des images d'archives. Alors les images d'archives, il y a des sous-titres, et puis il y a des sous-titres aussi sur les personnes qui les commentent. Donc on est perdu. Et si on n'a pas une version française, là on est complètement perdu. On ne peut pas regarder ce film. Ouais, ça ou le livre en fait. Voilà. Film irregardable en VOST. Vous avez... Pardon, je ne cherche pas à insister sur ce point, mais vous avez vu aussi l'évolution du doublage. Les comédiens de doublage étaient peut-être, les comédiens qui font du doublage, pardon, étaient peut-être un peu moins connus ou mis en avant quand vous avez commencé, quand vous avez, par exemple, pris les rôles de Homer et Marge Simpson. Aujourd'hui, on est passé à des comédiens qui font du doublage et qui sont dans les festivals, dans les salons, qui rencontrent les fans et pour lesquels il y a un vrai lien avec le public, un vrai amour avec le public, et je trouve ça formidable. Et aujourd'hui, on est dans une époque où, ça y est, vous êtes menacés.
Vous êtes passé de l'ombre à la lumière et dans l'ombre. Pour conclure notre petit échange, qu'est-ce que vous attendez de l'évolution du monde du doublage? Qu'est-ce que vous aimeriez ou comment vous le voyez? C'est quoi l'avenir du monde du doublage? L'avenir, je dirais, on pourra toujours on pourra toujours utiliser l'IA s'il y a une volonté des majors d'utiliser l'IA. Bon, on peut faire des doublages avec des voix de robots, ça c'est sûr. Hein. Puis au niveau du lip sync, ça sera parfait. Hein, l'IA, elle sait faire peut-être encore mieux que nous à ce niveau-là. Ça, c'est une question de technique. Mais après, on va y perdre quoi? On va y perdre notre humanité, l'humain. On va y perdre les émotions. Moi, je dis, dans un doublage aussi, il y a des silences qui parlent. Il y a des silences qui sont plus bavards que de la parole, parce qu'il y a de l'émotion, parce que c'est chargé d'émotion. Si vous confiez ça à une machine, il n'y aura pas d'émotion. Il n'y aura pas d'émotion. Et puis on le ressent de toute façon. Quand on est public, on ressent l'émotion de la personne qui a doublé. On ressent son émotion et elle nous traverse. La machine, elle ne pourra jamais improviser. Elle ne pourra jamais créer, par exemple, ouh, pinaise. La machine, elle ne saura pas faire parce qu'elle va voir oh mon Dieu, elle va dire oh mon Dieu, elle le dira parfaitement bien au niveau du mouvement des lèvres. Elle corrigera même peut-être le mouvement des lèvres pour que ça marche mieux, effectivement. Mais voilà, on va y perdre en création, en créativité. Voilà. Et la créativité, elle nous appartient à nous, ça fait partie de notre travail d'acteur. Voilà. Et ça, on y tient énormément et puis on a envie de le transmettre, on a envie d'échanger avec ça, avec ces émotions. On essaie de se battre aussi pour éviter qu'on consomme un peu ce qu'on appelle des tokens, enfin voilà, des petits morceaux de nous qui ont été enregistrés et qui vont reformer des phrases, des voix. Oui, qu'on serve de modèle pour fabriquer une Véronique en boîte, par exemple. Voilà. Exactement. Donc, on se bat surtout pour ça. Surtout que si ça se fait à notre insu, sans notre consentement, c'est du vol. C'est du vol et du viol même. Voilà. Parce que notre voix, elle fait partie de nous, elle fait partie de notre personnalité. Donc, on ne peut pas autoriser à ce qu'elle soit pervertie. L'autre chose qu'on perdrait avec l'IA, c'est les rencontres. Et je vous remercie encore une fois beaucoup d'être avec nous aujourd'hui à Geek Life, de passer le week-end avec nous. On se retrouve en dédicace d'ici une petite demi-heure. Ouais. Geek Life, je vous prête Véronique et Philippe. Vous ne les abîmez pas, hein. Vous êtes sympas avec eux comme ils ont été sympas avec nous. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour des comédiens cultes qui sont avec nous aujourd'hui pour ce week-end. Philippe, Véronique, merci beaucoup pour votre confiance et merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation de Geek Life. Je vais vous libérer afin de vous offrir l'occasion de vous reposer avant qu'on puisse se retrouver en dédicace. Et nous, on va libérer la scène puisqu'il va se passer des instants magiques ici sur cette scène. On va accueillir le mentaliste Mathieu Chénaud qui va vous faire vivre des expériences. Mathieu Chénaud est un artiste.